Le château de Fontainebleau est un magnifique château qui est à proximité de Paris. Il est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981. Et c'est un château qui a une singularité. Sa singularité, c'est d'embrasser la totalité des règnes des rois de France. C'est un lieu qui a été habité par tous les rois de France. On en a compté 34 rois et 2 empereurs. Tous ont aimé cette demeure magnifique. Si on pense au Moyen-Âge, puisque c'est au Moyen-Âge que cette demeure naît, 50 ans avant le Louvre, 500 ans avant Versailles, on peut citer par exemple Saint-Louis, Louis IX, on peut citer Philippe le Bel qui est né et qui est mort dans ce château. Et puis il y a la période de la Renaissance avec François Ier, ses successeurs, les Valois. Et puis est venu le grand siècle, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, tous ont habité cette maison, jusqu'à Napoléon, qui disait de Fontainebleau, c'est la vraie demeure des rois. Et Napoléon avait raison, c'était vrai avant lui, ça a été vrai aussi après lui, puisque après lui, jusqu'au Second Empire, cette maison a été occupée par les rois de France. Donc vraiment un lieu très singulier. Le château de Fontainebleau est un ensemble architectural unique en son genre, avec des bâtiments qui sont le résultat de l'histoire. C'est pas un bâtiment qui est sorti de la volonté d'un seul homme, c'est un bâtiment qui a été travaillé par tous les souverains qui chacun ont laissé leur empreinte. Toutes les époques ont marqué ce château. On a des bâtiments qui s'articulent les uns aux autres sans ordre véritable, avec des cours du coup qui surprennent le visiteur. On arrive dans cette cour d'honneur magnifique avec l'escalier en fer à cheval et puis on pénètre dans la cour de la Fontaine, on glisse vers la cour ovale, il y a la cour des offices et il y a tout autour ces jardins merveilleux qui ont été aménagés par les rois. On peut dire que le château de Fontainebleau est un livre d'images. On parcourt l'histoire de France, on va à la rencontre des grands personnages qui ont fait cette histoire. Mais on va aussi visiter un lieu qui est emblématique de l'art de vivre à la française, une vie fastueuse, riche, foisonnante, avec le sentiment que les souverains sont encore là. C'est à la fois un livre d'images, un livre d'architecture également, et un magnifique manifeste à la gloire des arts décoratifs en France. Fontainebleau, c'est un château de 1500 pièces, c'est un des plus grands châteaux d'Europe, extrêmement meublé, avec un circuit de visite très important, peut-être 200 pièces ouvertes à la visite pour les visiteurs du monde entier. C'est aussi 30 000 œuvres d'art et objets mobiliers qui sont conservés dans les salles du château. C'est une maison qui a connu une de ses heures de gloire sous le règne de François Ier. C'est François Ier qui s'intéresse à une vieille forteresse médiévale et qui l'a fait considérablement amplifier, qui a fait venir des artistes italiens qui ont créé ce qu'on appelle l'école de Fontainebleau. Et véritablement, l'héritage italien ici est extrêmement important. À côté de cet héritage de François Ier, il y a également la présence de Napoléon Ier. Napoléon a passé peut-être une centaine de jours à Fontainebleau, mais il l'a marqué durablement. Il l'a marqué parce qu'il a quitté Fontainebleau en avril 1814 avec la fameuse cérémonie des adieux pour partir à l'île d'Elbe. Et également, c'est lui qui a fait remeubler le château. Ce qui fait qu'on voit aujourd'hui, à l'intérieur du château de Fontainebleau, un ensemble absolument exceptionnel de mobilier datant du Premier Empire. Les derniers à avoir fait des séjours à Fontainebleau, c'est Napoléon III et l'impératrice Eugénie. L'impératrice Eugénie qui va faire installer ici, à l'endroit où nous sommes, le musée chinois qui porte encore son nom, le musée chinois de l'impératrice. C'est un lieu un peu insolite, mais que l'impératrice a voulu tel qu'on le voit aujourd'hui, avec des panneaux de lac au mur, avec des collections chinoises dans les vitrines et des objets provenant de l'ambassade de Siam. C'est donc un lieu que le visiteur découvrira avec surprise.
Mais sans doute le décor le plus important de cette maison, le décor de la Renaissance qui fait véritablement la renommée du château, c'est celui de la galerie François Ier et également celui de la salle de bal. Eh bien, nous sommes dans la galerie François Ier, cette galerie que le roi de France a fait construire pour relier les logis royaux qui étaient organisés autour de la cour ovale, donc derrière moi, au monastère des Trinitaires. Et tous les matins, c'est avec une certaine fierté qu'il traversera sa galerie pour regagner la chapelle et assister ainsi à l'office. Ce décor est confié aux Italiens. C'est une harmonie de fresques, de stucs et de boiseries. Et on va ponctuer le décor de fresques avec des épisodes de la vie du roi en mettant en exergue les qualités de ce monarque et de ce prince de la Renaissance. Eh bien, le roi va se faire représenter sous forme d'une salamandre au niveau des boiseries. Le F de François reste omniprésent et sur la fresque l'éléphant royal, il se fait représenter sous la forme de cet animal qui est réputé pour sa sagesse, pour sa puissance. Il est entouré de 3 jeunes garçons qui, eux, symbolisent les éléments. Le roi est donc capable de maîtriser la nature, de faire triompher la vertu et d'éradiquer les vices. Henri II, ici, poursuit l'œuvre de son père, François Ier. C'est cette salle de bal, avec son magnifique plafond à caissons et ses octogones, au fond desquels vous voyez ses haches et ses croissants de lune, emblème personnel du roi. Derrière nous, la cheminée encadrée de satire. Sur l'estrade, dans ce fauteuil, le roi Henri II. Catherine de Médicis, dans ce fauteuil, près du roi. Primatis, Niccolò dell'Abate sont les décorateurs de ces fresques. Ce sont les 3 grâces, dansant devant les dieux et charmant de leur beauté les dieux comme les hommes. C'est Apollon à côté, une viole de gomme entre ses cuisses. Les muses sont musiciennes, ils sont au Montparnasse, et la musique est forcément divine. Et le regard se porte sur la tribune des musiciens. Par cette sorte de grotte sont entrés des joueurs de luth, flûte, hautbois, les premiers violons. La cour est d'un raffinement incroyable. Le souverain est là et Ronsard, qui dans une ode à son royal patron, « Tu as éteint tout l'ennui des guerres injurieuses, en lieu du fer outrageux, des menaces et des flammes. Tu nous ramènes les jeux, le bal et l'amour des dames. » Les années passeront et il arrivera un jour que Catherine de Médicis, dans cette salle de bal, n'arrivera plus à faire danser ensemble catholiques et protestants dans des bals politiques. La galerie François Ier n'est pas la seule galerie du château. Fontainebleau compte 2 autres galeries. La galerie des Serres, qui a été réalisée sous le règne d'Henri IV, avec un grand décor de cartes. Et puis la galerie de Diane, dans laquelle nous nous trouvons, qui a été reconstruite sous le règne de Napoléon Ier et avec un décor un petit peu plus tardif et des bibliothèques qui ont été installées le long des murs sous le règne de Napoléon III et qui contiennent plusieurs milliers de volumes. Cette galerie de Diane, elle marque à peu près le début de la visite des appartements des souverains, avec notamment la grande chambre de l'impératrice, qui comporte un mobilier à la fois du règne de Louis XVI et un mobilier du Premier Empire, et puis la salle du trône, qui a été l'ancienne chambre du roi, qui est devenue la salle du trône de Napoléon Ier et qui est la seule salle du trône subsistant en France. Eh bien voilà, nous sommes dans la chambre de la reine, qui est probablement une des pièces les plus emblématiques du château. Imaginez qu'à partir du XVIIe siècle, tous les reines de France ont connu cette chambre officielle qui brille par son éclat, par ses décors, aussi bien par son plafond sculpté. On retrouve à chaque instant les emblèmes de la royauté, les fleurs de lys et ces magnifiques soieries lyonnaises qui recouvrent les murs d'une façon éclatante. La chambre de la reine, une cérémonie 2 fois par jour, le lever et le coucher de la reine. Marie-Antoinette a connu ce style d'obligation et la barrière, matérialisée par la balustrade, va séparer l'espace réservé aux courtisans, qui seraient prêts à n'importe quelle bassesse pour venir y assister, et l'alcôve de la reine. Un lit magnifique qui sera bien sûr un lit à baldaquin, et regardez le petit détail, le petit ange doré, que vous dit-il ? Chut, silence, la reine dort. Mais dort-elle vraiment ? Certainement pas. Les courtisans se sont retirés
et dans l'angle de la pièce, une porte dérobée. Et là, deux possibilités s'offrent à elle, ou c'est la maman qui parle, dans ces cas-là, elle descendra au rez-de-chaussée voir ses enfants, ou c'est une histoire beaucoup plus privée. C'est le cœur qui parle, et cette fois-ci, elle gravira les quelques marches pour se retrouver dans son boudoir turc, qui est vraiment son coin de retraite, où là, elle accueille, elle reçoit la personne qu'elle a vraiment envie de voir. Bien, nous voici maintenant dans le boudoir de la reine. Et que va-t-on faire dans un boudoir? On va bouder ses amis, bouder sa famille, non, mais peut-être bouder la cour. Cette dernière réalisation, ordonnée par Marie-Antoinette, va connaître un luxe peut-être extravagant, dans la mesure où toutes ces boiseries sont recouvertes de feuilles d'or blanc, auxquelles on va rajouter un décor pompéien fleuri. Et pour s'harmoniser avec ce gris-perle, Marie-Antoinette commandera probablement le plus beau mobilier qu'elle n'ait jamais eu, un mobilier de nacre. Ce magnifique bureau à cylindre, un meuble vide-poche, de très élégants fauteuils Louis XVI, le repose-pied et un parquet d'acajou que peut-être la reine n'a jamais connu achevé. La chambre des rois de France, depuis Louis XIII jusqu'à Louis XVI, richement décorée. C'est le Saint des Saints, la pièce où l'on veut être admis. En lieu et place du lit du roi Louis XVI, Napoléon Ier y installe son trône. Encadré de ses enseignes portant les haines de Napoléon Ier et les aigles, c'est le bleu du manteau des rois de France, le rouge de l'Antiquité romaine et bien sûr les abeilles, emblème personnel. L'empereur y réinstalle l'étiquette, un fauteuil pour Madame Mère, celui réservé à Joséphine, impératrice, mais les années ont passé, elle n'a pas pu donner d'enfant à l'empereur, alors ce fauteuil deviendra celui de Marie-Louise. Lieu des décisions politiques françaises et internationales, jusqu'à cette abdication, quelques 10 ans après, dans le salon voisin, et ce seront les adieux. Soldats et officiers de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Alors c'est vrai que le château de Fontainebleau est un château de 1530 pièces et la reine se réserve pour elle-même une pièce qui est de dimension très réduite. C'est une petite pièce qu'on appelle entre nous le boudoir turc, qui est une petite pièce privée qui a été décorée, créée pour la reine Marie-Antoinette et qui a servi ensuite au début du XIXe siècle pour l'impératrice Joséphine de petites chambres à coucher. C'est une pièce qui est située avec une vue sur le jardin qu'on appelait alors le jardin de la Reine et qu'on appelle aujourd'hui le jardin de Diane, donc qui a l'agrément d'avoir une vue effectivement sur un jardin, comme d'ailleurs toutes les pièces de l'appartement de la Reine. Donc ce cabinet boudoir turc créé pour Marie-Antoinette dans les années 1780, on l'appelle boudoir turc parce que justement il représente des espèces de trophées multiples d'arabesques avec parfois les symboles de l'Empire ottoman. On voit et ces figurines qui sont coiffées avec des turbans. Donc c'est vrai que du coup on a associé cet art de l'arabesque avec
la partie ottomane des décors ottomans. Donc pour éviter que le public ne pénètre à l'intérieur de cette pièce, on le cantonnera derrière dans l'antichambre avec une vitre qui sera disposée ici dans cette baie et qui permettra aux visiteurs de voir sans rentrer pour autant dans la pièce. Vous pouvez le tenir, s'il vous plaît? C'est sûr. C'est mieux qu'il y ait moins de reflets. Ok, adjugé. Et là, on a laissé la fenêtre ouverte pour que les restaurateurs puissent travailler. Mais il faut imaginer que ici, on a un panneau. C'est un grand panneau sur lequel était fixé le miroir. Donc c'est un parquet, en fait, avec le contrepoids qui est de l'autre côté. Alors on remet un miroir, puisque ce miroir est conservé dans les réserves du château, et ça permet comme ça de redonner à voir aux gens l'ambiance, et ça nous permet aussi de ne pas avoir de problème de niveau d'éclairement pour la conservation des tissus. L'architecte que je suis conduit la restauration de la boîte, donc que ce soit évidemment l'électricité qu'on va y installer, les détections incendie, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est un nettoyage très fin qui se fait actuellement. Enfin, quelle que soit la préciosité du décor tel qu'on le voit aujourd'hui, ça n'est que le cadre pour effectivement du mobilier exceptionnel. La Révolution française fait que la pièce perd son ameublement. En 1805, l'impératrice Joséphine a décidé d'installer dans ce boudoir, dans cet ancien boudoir de Marie-Antoinette, sa petite chambre à coucher. Elle choisit des meubles extrêmement somptueux qui sont faits spécialement, qui sont faits exprès pour cette pièce, pour son décor et pour sa commanditaire. Ce qui suppose un choix bien particulier des proportions, parce que c'est une petite pièce, donc il ne s'agit pas d'avoir des meubles qui soient disproportionnés par rapport à la pièce, ce qui suppose aussi une richesse absolument incroyable des bronzes. C'est le meuble, personnellement, que je connais du Premier Empire qui est le plus riche. Je n'en connais pas de plus riche en bronze doré qui viennent pratiquement couvrir tous les éléments d'acajou. Et puis aussi une richesse extrême des étoffes qui viennent le recouvrir. Alors si l'on veut un petit peu se rendre compte de la différence entre l'état ancien et puis l'allure que devait avoir le meuble avec son velours, j'allais dire frais, voilà à peu près, ça c'est un des essais de retissage du velours, avec cette dominante de poils blancs et tous les fonds laméors. Et de la même manière, pour le galon tissé avec des fils d'or, on arrive à ça. Ce mobilier n'a jamais quitté le château et a été très très peu touché finalement de 1806 à nos jours. Mais il a malheureusement subi les outrages du temps. C'est l'enveloppe du coussin d'une des bergères, et ce qui permet de voir dans certains endroits le velours encore frais, et donc de bien examiner l'effet qui était celui du Premier Empire, et ce qu'il va falloir reproduire. Nous sommes sur un métier qui est équipé d'une mécanique Jacquard, avec notamment ce système de cartes perforées, qui est en fait le programme qui enregistre chaque coup de trame pour réaliser à la fois le dessin et les armures que l'on souhaite.
ça c'est pour le mobilier voilà, du boudoir. Mm, mm. Donc avec une coupe correspondant à une bergère et puis voilà, le métrage correspondant donc à la deuxième bergère aux 4 chaises et au lit de repos plus le petit tabouret de pied. Il ne faut pas oublier. C'est ça. D'accord. Et on va regarder ce qui a été réalisé pour le deuxième cabinet, donc la pièce qui précède le boudoir turc. Donc, très beau. alors, ce qui a été réalisé, donc on a la crête. La crête, Donc, oui. la crête cadre. Donc ça, c'est vraiment un modèle qu'on fait très souvent pour Fontainebleau. Oui. Et qu'on a fait dans plein de couleurs différentes. Notamment, je crois, le passage des bains. La bibliothèque de l'empereur. Voilà, il y en a plein. Oui. Et puis, une frange, donc, une frange à Plus quilles étonnante. Au une niveau frange des à quilles coloris. et à boules. Donc souvent à Fontainebleau, on remarque que les boules, donc ça on avait bisous. bien attention, que Ouais. c'est des boules vraiment pour Fontainebleau, c'est des boules biseautées. Donc elles ont vraiment une forme très particulière. Ce qui donne vraiment un joli équilibre. Décolle-le un peu plus par là. Et là, on arrive à une étape qui est quand même très importante dans l'achèvement des travaux de restauration, où on vient de mettre en place les miroirs. Donc pour nous, c'est quand même une action assez symbolique. Et le clou de finalement l'innovation à cette époque, c'était ces miroirs mobiles qui permettaient d'occulter les fenêtres lorsque le soir, évidemment, la nuit tombait. Et donc on pouvait faire l'illusion qu'on était dans un cabinet de miroirs avec la lumière qui se reflétait sur toutes les faces de la pièce. Donc c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et les petits volets là, qui viennent masquer les petits jours, les derniers petits jours. Les miroirs sont destinés à agrandir la pièce. L'espace est très petit et c'est une manière de démultiplier c'est un peu comme un palais des mille et une nuits, hein. La turquerie, elle est là aussi avec les miroirs pour faire en sorte que quand on est dans cette pièce, on ne sache pas très bien où on se situe dans l'espace et dans le temps pratiquement, en fait, parce que c'est cette idée-là. Donc ça, cette chaise n'a pas encore été touchée. En revanche, on est en train de démonter celle-là. Donc on a déposé les clous à chaque fois. Donc on vous dépose les clous, on les met avec le numéro d'inventaire qui correspond à la chaise dans des sachets différents. Les clous seront restaurés. Ici, on a donc démonté l'ensemble de la plate-bande. La tresse aussi. La tresse. Et ce qui est intéressant quand on le retourne, c'est qu'on voit qu'il y a des coutures d'assemblage qui ne sont pas du tout ni centrées sur la chaise, qui ne correspondent pas à la largeur d'un lait, et pour cause. Donc ça, c'est la chaise qu'on est en train de travailler. Et là, Didier est en train de travailler sur une des bergères. Alors celle-ci n'a pas ses bronzes, puisque vous êtes en train de les restaurer, je crois, à Fontainebleau. Bon, en même temps, il y aura plus de masse puisqu'on a à la fois des plis, des godets et puis une petite écharpe. Tout à fait. Par endroit, en fait, la frange reviendra Oui. sur elle-même et sera plus volumineuse. D'accord. C'est beau. Hein. Oui, c'est somptueux.
grande force du château de Fontainebleau que d'être un des lieux en France où on peut encore recréer, ressusciter des lieux aussi formidables, aussi exceptionnels, parce qu'on a le décor, on a les lambris et on a aussi le mobilier. Là, on a eu l'opportunité d'un partenariat avec une galerie parisienne qui a accueilli dans un décor reconstitué ce mobilier. C'était un gros pari, ne le dissimulons pas, parce que c'était la première fois que Fontainebleau faisait appel à la générosité publique directement. Un pari qui est un pari de notoriété, c'est-à-dire est-ce que les gens se mettraient en mouvement jusqu'à faire un chèque pour donner pour Fontainebleau. Et la réalité a été que oui, ça a été un plein succès, puisqu'on a recueilli 370 000 € qui ont permis très largement de financer le retissage de ces étoffes précieuses qui recouvrent aujourd'hui le mobilier de Joséphine. On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Alors vous êtes né ici? Oui, j'ai presque fait mes premiers pas, on pourrait dire, dans la cour dans laquelle on est, la cour d'honneur, puisque mes deux parents ont travaillé, ma mère travaille encore au château, et donc c'est vrai que j'ai tout petit des images déjà de l'escalier en fer à cheval. Et de venir travailler à nouveau au château, vous n'avez pas eu à un moment envie de partir loin, de faire autre chose? Évidemment. J'ai eu mon bac et ensuite je suis monté sur Paris, comme on fait souvent. J'ai fait mes études de philosophie et puis des envies de partir à l'étranger, des envies de partir étudier à l'étranger. Et puis 6 ans plus tard, je suis guide au château de Fontainebleau. Guide conférencier, je vous présente Voilà. Kevin, hein, vous avez compris, on est au château de Fontainebleau. Un sacré château immense. Hein. Château impressionnant. Combien d'hectares, de mètres carrés, je ne sais plus. On a plus de 160 hectares
Oui. Et c'est, architecturalement parlant, c'est quand même le 3e plus gros château français. Ouais, 1500 pièces, non? 1500 pièces. À peu Voilà. près. Hein. 34 souverains, 2 empereurs. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est un château qu'on n'épuise jamais, mais qui nous épuise assez souvent en fait. Et vous me disiez avant qu'on se rencontre, juste au moment où on s'est rencontrés, vous m'avez dit, je dois être un des 10 qui connaissent le château presque partout. Voilà. Parce que pas nombreux. Ceux qui avaient 40 ans quand j'avais 3 ans sont presque tous partis. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent au château. Et moi, même si j'étais à Paris, je suis toujours revenu à Fontainebleau et j'ai toujours pris la liberté de prendre les clés et de partir un peu à la découverte c'est ce qu'on de va toutes ces faire, non? pièces-là. Avec plaisir. Avec des petites surprises Voilà. peut-être, des choses qu'on ne voit pas quand on vient en simple surprises. touriste. Voilà, c'est aussi ça l'intérêt. Alors, on va y vous va. ouvrir les portes. Alors, ouvrons. Alors, finalement, on descendait, mais on remonte. Voilà. Alors, on remonte pour aller où, Kevin? Dans la galerie François Ier. D'accord. Alors, le château, ça arrête 2 secondes. Le château Oui. François Ier, Voilà. Moyen-Âge. Moyen-Âge. 12e. 8 siècles et demi d'histoire. Ouais. C'est-à-dire que la première pierre posée, le donjon médiéval, on ne va pas dire trop de dates, c'est 1135. Oui. Et la dernière création artistique, c'est le bijou du château, le théâtre. On ira le voir à la fin. D'accord. En 1855. Bon, et là, on va. Et on va dans la galerie François Ier du XVIe siècle. Donc, Voilà. François Ier, un roi très important pour le. C'est François pour le château. Ier qui C'est fait lui. basculer Fontainebleau entre Châteaufort et demeure royale. Oui. Voilà. C'est cette renaissance. Et il a été le château de quoi? Des rois, des week-ends des rois? Comment on peut dire ça? C'est le château de chasse. C'est le château de chasse. C'est l'immense forêt de Fontainebleau. Contrairement à ce qu'on peut croire assez souvent, Versailles a été un domaine de chasse, mais sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, les rois venaient chasser à Compiègne ou à Fontainebleau. Oui. Louis XIV, mis bout à bout, c'est 11 ans et demi de sa vie à Fontainebleau. Et François Ier, c'est vraiment celui qui va inaugurer cette tradition de chasse royale à Fontainebleau. Ça veut dire que 2 mois par an, la cour est au château. C'est aussi un château où on regroupe des écoles d'art, de peinture, l'école Voilà. de Fontainebleau notamment. Voilà, la première école de Fontainebleau, c'est-à-dire les artistes italiens qui, mécénés par François Ier, quittent l'Italie et arrivent en France pour créer une nouvelle cité culturelle. Il faut bien comprendre que dans l'esprit de François Ier, la Renaissance, c'est un concept très simple. Un peuple est puissant non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est cultivé. Et ça fait toute la On devrait différence. peut-être s'en souvenir un peu Voilà, aujourd'hui. on devrait la marquer en haut des tableaux de classe tout le temps. Allez, on va ouvrir la porte. Allez, on va rentrer dans le château. J'ai l'impression qu'on aimait les galeries à l'époque. Hein. Il y a Oui. toujours des galeries. Pourquoi? C'est un, Voilà. c'est un lien entre En deux général, endroits. voilà, c'est à la base, une galerie, c'est pas comme sous Louis XIV, c'est les galeries de promenade. Sous Oui. Louis XIV, il fallait venir dans une galerie pour se promener, critiquer la robe d'en face, critiquer Monsieur le Duc. Sous François Ier, on envisage les galeries déjà comme des espaces privés, et que François Ier, qui avait accès à sa galerie, la galerie oui. du roi. Là où on est. Voilà, quand le roi était à Fontainebleau, on avait des gardes aux extrémités et les courtisans étaient contraints de passer sur les balcons extérieurs, avoir la chance de traverser la galerie avec le roi qui lui-même vous faisait la définition commentaire des de- décors. ouais. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Donc en fait, cette galerie, ce qu'on appelle une loggia, c'était simplement un couloir, alors, on a connu pire, un couloir pour relier 2 éléments d'architecture. Oui, le couloir à lui tout seul, on pourrait en faire 20-25 appartements. C'est impressionnant, 60 mètres de long, 6 mètres de large, d'accord. Ça a été longtemps l'une des plus grandes galeries de France. Et il faut comprendre aussi que cette galerie a énormément choqué à l'époque. C'est-à-dire que Pourquoi? premièrement, on ne comprenait pas pourquoi le roi avait financé un projet qui n'évoque en rien la religion. Le pape était outré, ça parle que de la mythologie ici. Oui. Et puis Oui, l'autre on est chose, plus dans la mythologie. c'est ça qui est intéressant, c'est ça la Renaissance aussi. Grecque. Et le deuxième point, qui est Romaine. très important, voilà, c'est qu'on sort d'un Moyen-Âge un peu puritain encore, et pour la première fois en France, avant les châteaux de la Loire, dans cette galerie, première école de Fontainebleau, on représente des corps, des femmes sans vêtements. On voit des corps nus dans les décors, et ça avait énormément choqué. Il y a eu 6 projets différents pour la détruire, cette galerie. Mais c'est une sorte de programme politique, tout ça. C'est une immense allégorie du roi. C'est un programme politique. On a plus de 10 fresques et on a répertorié à peu près 82 histoires mythologiques. Et à chaque fois, que ce soit la guerre de Troie, que ce soit l'histoire de Cerbère, le chien gardien des enfers, à chaque fois,
Ça se transforme pour devenir une allégorie de la puissance de François Dans Ier. cette période électorale, c'est assez amusant de rappeler tout ça. Le programme politique. Mais je ne pense pas qu'on ait des représentants aujourd'hui qui aient un tel raffinement dans les... Oui. Où est-ce qu'on va maintenant? Je vais vous emmener sur le balcon. Ah, on va voir. Personne n'y va. Okay. Allez, on va rentrer par là. Merci. Voilà, on est sur la terrasse. Dont la fonction était de... Alors, c'était une fonction... Ici, on est vraiment dans l'espace réservé aux courtisans. Il faut imaginer la cour de premier plan, on va dire. À l'intérieur, les courtisans ici. Voilà, la cour de second plan est en bas. Et on a une vue sur l'étang, on est au cœur du château. On n'est qu'à 60 km de Paris. À l'époque, c'est quand même loin. À l'époque, c'est loin. À l'époque, il faut combien de temps pour venir de Paris? En cheval rapide, on va mettre 3 heures, 3-4 heures, mais en estafette, en calèche, c'est un voyage de 10-12 heures, parfois plus. Donc partir à Fontainebleau, c'est partir en voyage. Faire Versailles-Fontainebleau, c'était je pars en voyage. Et en même temps, c'est pas si loin. Donc Et en même temps, c'est pas si loin, et je crois que c'est ça que les souverains ont aimé. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop proche de Paris, on n'est pas trop loin non plus. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et on est au cœur de la forêt. Et on est au cœur de la forêt. Je sais, Napoléon adorait Fontainebleau parce que c'était la pause. En partant en campagne, en revenant de campagne, avant de remonter aux Tuileries, je m'arrête un petit peu à Fontainebleau. Les souverains aimaient Fontainebleau, pourquoi? Parce qu'il y a toute une longue histoire Alors c'est aussi ça qu'on vient chercher à Fontainebleau. Il ne faut pas se leurrer. Fontainebleau, c'est la détente, mais c'est aussi je veux asseoir ma puissance. Je me légitime dans la lignée des grands rois. Voilà, c'est ça. C'est ça? Napoléon disait Fontainebleau, c'est la demeure des rois, c'est la maison des siècles, et c'est pas par hasard. Il dit ça parce que son projet principal, c'est entrer dans la lignée des grandes monarchies. Et ce qui est intéressant à Fontainebleau, le projet de Fontainebleau, c'est qu'on a des souverains qui, même s'ils rajoutent quelque chose, même s'ils détruisent certaines parties, ils gardent toujours une trace de celui d'avant. Alors c'est ça qui est un peu compliqué à Fontainebleau, parce qu'on se retrouve dans des espaces avec 6 siècles, 7 siècles d'architecture ou de décor. Et c'est ça qui a posé problème longtemps, parce qu'en communication, on a besoin d'une tête d'affiche. Versailles, c'est Louis XIV. Chambord, c'est François Ier. Ici, on ne sait pas. Si, François Ier quand même. François Ier un peu, mais dans l'esprit... Mais pas que. Voilà. On leur dit 8 siècles et 30 souverains, on dit oh là là, c'est le bazar, on verra l'année prochaine. Et donc, dans les années 80, on a décidé de mettre en avant Napoléon Ier. Ah oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas trop Fontainebleau, Fontainebleau c'est Napoléon. C'est les adieux dans la cour d'honneur, c'est la signature de l'abdication. C'est pas lui que j'aurais pensé, moi. Napoléon, il a passé 100 jours à Fontainebleau. Oui, c'est celui qui a passé le moins de temps. Oui. Donc en fait, ceux qui comptent le plus, mais c'est pourtant lui qui l'incarne un peu. C'est lui qui l'incarne. On a les aigles quand on arrive par la cour d'honneur, directement sur la grille. Et c'est vrai que c'est Napoléon qui va aussi permettre de faire revivre Fontainebleau dans l'esprit des Français, en tant que grande maison royale. Bon, comme nous ne sommes, Kevin, que de simples courtisans, voilà. On ne va pas reprendre la galerie réservée au roi. Non. Non, on va rester sur... On va rester sur le balcon. Et on va On va aller maintenant dans le donjon, à l'intérieur du donjon médiéval. À peine arrivé, déjà arrêté. C'est le donjon, mais ça ressemble pas à un donjon. Voilà, c'est ça qui est un peu étrange aussi à Fontainebleau. On n'a pas l'impression d'être dans une structure médiévale, alors qu'on est dans un bâtiment du XIIe siècle. C'est la partie la plus ancienne. Et on voit très bien ici que chacun a rajouté. C'est-à-dire entre le parquet Louis XIV, le plafond Louis XV, les lustres Louis XVI, la cheminée Henri II, Henri IV. C'est le tronc de l'arbre. Voilà. Les branches, c'est le château. Voilà, c'est-à-dire le tronc et le château qui bourgeonnent petit à petit tout autour. Ça a été le siège du pouvoir. Alors cette pièce, elle a été chambre du roi, salle du trône, grand salon de réception. Il faut imaginer que sous François Ier, le lit du roi était ici. François Ier se lève, fait toilette à côté et traverse donc sa galerie pour rejoindre la messe du matin. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase formidable. François Ier, on le sait, il aimait les femmes. Oui. Plus de 100 maîtresses, inventoriées, cataloguées, on les connaît toutes. Et on en connaît une qui est restée assez célèbre. Alors certains ont dit non, c'est pas celle-là, mais c'est Madame de Clères. Dame de Clères, elle ne voulait pas y aller. Elle était célèbre parce qu'elle ne voulait pas s'offrir au roi. Elle voulait quoi? Elle voulait ce que veulent toutes les femmes. Un mariage. Elle voulait un mariage. Oui. Et un jour, ils se croisent à Chambord. Écoutez, maintenant, ça suffit. Pourquoi ne voulez-vous pas venir en couche avec moi? Jolie expression. Et elle lui avait répondu, mais n'avez-vous remarqué, sire, à Fontainebleau, pour accéder à votre chambre, il faut d'abord passer par la chapelle? Gardons cette logique, s'il vous plaît. Il ne s'est jamais refrotté, François Ier. Voilà.
petit couloir qui mène à la salle de bal. Qui mène à la salle de bal. Et alors, je vous arrête parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Tout le monde regarde toujours ses pieds dans ce couloir-là. Et en fait, on ne réalise pas que c'est un couloir qui est très important. Alors, il n'est pas très beau. Il est très laid. C'est oui, ce qu'on appelait une grotte sobre. C'est-à-dire que quand François Ier, on va aller voir la salle de bal, qui est la merveille Renaissance de Fontainebleau, quand François Ier commande sa salle de bal, les artistes italiens lui proposent également un projet de couloir pour relier au reste du château, quelque chose de magnifique à fresques et lambris. Et François Ier a surpris tout le monde, on veut une grotte sobre. Et personne ne comprenait, tous les grands rois européens vont passer par là. Je veux du contraste. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça fonctionne encore. La salle va lui donner encore plus de lustre. La pièce est sobre et ça met en valeur la salle d'après. Ben c'est impressionnant quand on rentre quand même. C'est magnifique. C'est l'une des plus grandes salles Renaissance de France. D'accord ? La grande salle de bal. Et l'orchestre était là-haut, voilà. je suppose. Les musiciens étaient à ce niveau-là. Voilà. Une dizaine de musiciens. Dos à la cheminée, le roi et la reine qui se réchauffent et 100 à 200 personnes qui dansent. Un petit aperçu des jardins là, le nôtre, hein, on retrouve toujours un peu le même schéma. Après, on ira rejoindre un des jardiniers ici du château, mais d'un mot, Kevin, ici, on retrouve les perspectives, on retrouve la même organisation qu'à Versailles, par exemple. Qu'à Versailles, c'est ça. C'est-à-dire que Louis XIV est moins connu à Fontainebleau parce qu'il ne va pas faire de grosses créations architecturales, il est omnibulé par Versailles, mais il va s'imprimer quand même dans les jardins avec le fameux Le Nôtre, les grandes perspectives. Vous avez ici l'un des plus grands carrés d'Europe, on a quand même 6 hectares. Et les jardins à la française, c'est ça, c'est d'un seul regard, j'englobe tout le décor, et puis je vais créer des espèces de trompe-l'œil au niveau des perspectives, et surtout, c'est des jardins qui vont peu à peu laisser la place ensuite à Fontainebleau aux jardins à l'anglaise, qui sont des jardins plus romantiques, et c'est Napoléon Ier qui sera l'autre grand créateur des jardins à Fontainebleau. Voilà. Et surtout, d'ici, on se rend compte que Fontainebleau, c'est vraiment une petite maison perdue au milieu d'une immense forêt, puisqu'on voit très bien que la forêt est vraiment tout autour de nous. Elle nous entoure. Voilà. On a couru pour venir vous retrouver ici dans les jardins, Thierry, parce que c'est qu'il est grand le château. Oui, effectivement, avec les étages et tout. Voilà, bon, ben merci Thierry Lerche, jardinier en chef, c'est comme ça qu'on dit? Ben, je vous en prie, oui, tout à fait, jardinier en chef, oui. Ici, du château de Fontainebleau. Du château de Fontainebleau, oui. Alors, on évoquait les jardins là, le nôtre, ici. La particularité, c'est que ce jardin, c'est compliqué, hein, mais il y a des problèmes d'eau, d'hydraulique. Il y a la Seine là-bas, c'est tout en pente. Ouais, exactement. Le château, il était construit sur des marais? Alors, le château était construit sur des marais dans un esprit stratégique pour se protéger de l'assaillant. Et en fait, donc vous étiez au cœur des marais, on se protégeait de la sable de l'ennemi, on n'avait pas la végétation qu'on a actuellement. Il faut savoir que la forêt était totalement dégagée, et donc vous avez une vue lointaine sur toutes les personnes qui pouvaient arriver sur le château. Et il y a combien de sources en tout? L'eau qui alimente les bassins qu'on aperçoit, qu'on a vu, ou cette rivière artificielle, hein, artificielle, effectivement. Mais ça vient de sources? Alors, on a 19 sources. D'abord, d'une part, on a 19 sources, et ensuite, on a des aqueducs. Qui ont été, donc il y a 3 aqueducs, François Ier, on a un aqueduc Henri II et l'aqueduc Henri IV, qui sont là pour capter l'eau d'une part, donc alimenter un réservoir, régler les étiages pour donner des effets d'eau dans le jardin. Ils étaient forts quand même à l'époque. Ils étaient extraordinaires, extraordinaires. Et vous êtes combien pour vous occuper de tout ça? Alors on est 13 jardiniers titulaires, mais on est aussi un petit peu aidé par des contrats d'insertion qu'on a mis en place dans l'établissement pour encourager donc les jeunes à se professionnaliser et accéder donc à l'emploi. Et on a 2 emplois d'avenir. Donc vous voyez, on est 26 personnes. 26 personnes, c'est pas trop pour tout ce qu'il y a à faire. C'est pas trop pour tout ce qu'il y a à faire. De l'entretien, de la replantation, de la mise en sécurité des lieux, parce qu'il faut accompagner aussi toute cette végétation pour
faciliter l'accueil du public, traiter... Là où on est, le public peut y venir. Peut y venir, oui. Aujourd'hui, les gens peuvent... À l'origine, un jardin était conçu, en fin de compte, avec une allée de ceinture comme celle-ci, avec des aménagements des secondaires pour avoir des effets de surprise, des découvertes et des points de vue. Donc c'est un jardin où il y a une sorte de fil conducteur qui va d'un point à un autre pour vous encourager à le découvrir. Et aujourd'hui, effectivement, on a encouragé l'ouverture des jardins pour faciliter justement l'accès, pour découvrir les aspects botaniques, pour découvrir aussi des scénographies paysagères qui sont aménagées à l'intérieur même du jardin. Et donc le jardin est ouvert au public. Vous avez un sacré beau métier, vous aussi. Hein. Ah, j'ai un très beau métier. Comme Kevin tout à l'heure. Hein. Ouais, vous vivez dans un lieu chargé d'histoire, mais en même temps très actuel, ouvert au public qu'on a envie de faire aimer aussi. Oui. En fait, un lieu comme ça, donc vous avez la gestion arborée, parce qu'il faut savoir qu'on a un patrimoine arboré, donc qui est identifié, il y a un inventaire, non seulement on a un inventaire, mais on a un accompagnement phytosanitaire des arbres, donc on voit un petit peu ce qu'on fait, on a des travaux d'élagage, on fait des suivis d'élagage, on monte des dossiers techniques, là vous avez vu qu'on a pas mal de travaux en cours sur la réfection de nos allées, donc on consolide les allées, on trouve des solutions alternatives propices aux zéro phyto. Oui, c'est ça, c'est important. Ben, bien sûr. Et ça permet de retrouver des méthodes de travail qu'on avait un peu oubliées. Voilà, exactement. Et c'est bien. C'est super, c'est super. On a le temps de retrouver Kevin. Je vous remercie infiniment, Thierry, de nous avoir expliqué un petit peu comment était ce jardin ici au château de Fontainebleau. On va aussi retrouver tout de suite en studio à Lille Catherine et puis avec David et Philippe du Bottin Gourmand. Quels sont vos talents gourmands cette semaine, mesdames et messieurs? Je vous salue. Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Bonjour messieurs. Mais bonjour Catherine. Alors les talents gourmands cette semaine, vous nous emmenez où? On va se régaler comme d'habitude. On va bien se balader, on va bien manger. Je voudrais vous parler de Jean-Noël Brétaudeau qui est boucher à Taverny, c'est dans le Val d'Oise, à côté de la forêt de Montmorency. On ne parle pas assez souvent des bouchers. Hein. Bien sûr. On fait un sujet bientôt dans Bottin Gourmand Magazine là, sur un meilleur ouvrier de France, mais le boucher, c'est l'art de la découpe, mais c'est aussi l'art de la sélection et l'art du mûrissement. Et Jean-Noël Brétaudeau à la boucherie de la Gare, donc elle va être facile à situer dans cette petite ville de 20 000 habitants. Jean-Noël est très fort en sélection. Il nous sélectionne des bœufs fermiers du Maine, de l'agneau, de la Sarthe. Donc Jean-Noël, il est fort dans toutes les viandes. Il fait un peu de charcuterie, terrine de lapin, médaille d'or aussi, triple maison. Il n'y a que des médailles, ce Jean-Noël. Voilà, donc c'est une très belle maison, un vrai artisan, un vrai boucher. Il y en a de moins en moins, donc c'était un petit clin d'œil sur un métier qui mérite d'être valorisé. Voilà, à Taverny, Val d'Oise. Alors Philippe, vous... je ne suis pas très loin, enfin je suis plutôt sur les restaurateurs. Et alors un concept, vous savez bien, le street food. Alors il y a plein de street food sympathiques, mais bon voilà, là je vous parle d'un vrai street food. Baraque à frites. Une vraie belle baraque à frites, alors tenue par Connie, Yvan et Henri Clavigeau, c'est une même petite famille. Et donc ils ont 30 ans d'expérience dans la restauration, ils ont travaillé pour Le Nôtre, Bocuse, Christian Tête-Doigt. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Absolument, c'est du lourd. Ils restent très terroirs. Hein. Leur slogan, un terroir, un produit, une histoire. Donc juste pour vous dire vite fait, il y a des muffins de langue d'agneau, par exemple, de la ferme du Grand Hamel, c'est pas loin. Le Gavroche, c'est un burger, je l'ai goûté, de boudin parisien, c'est absolument formidable. Il y a aussi le choripin de saucisse. Et ça aussi, c'est une saucisse d'Île-de-France. Donc en plus, ils sont restés extrêmement locavores. Voilà, c'est ils ont vraiment des produits rapport de la qualité-prix, région. mais vraiment incroyable, très bon prix. Il faut vraiment y aller. On se régale des burgers comme on n'a jamais goûté. Formidable. Super. Et Aleno, notre Yannick Aleno, notre Yannou, qu'on salue, un grand coucou à Yannou, adore ces petits-là. C'est la famille Clavigeau. Leur spot s'appelle Street Food et Terroir. Ça a été des lauréats à Talents Gourmands. On les adore, on les aime. Ils ont même gagné, en fait. Hein. Alors, on retrouve bien sûr toutes ces adresses des Talents Gourmands sur le site Bottin Gourmand avec le Crédit Agricole. Et puis, moi, je vais terminer avec une petite adresse. Une petite adresse. Et je vais vous emmener à la maison d'hôte Wisteria qui se trouve
trouve à Fontainebleau, au 56 rue d'Avon. Alors là, ce sont des petits appartements. Il y a 3 petits appartements de 25 à 30 mètres carrés. Ça nous suffira, Kat? Je pense que c'est bien là, hein. On a la place. Alors, ils sont vraiment super équipés. Vous avez une petite kitchenette, les poutres apparentes, le parquet, une déco vraiment sympa et cosy. On vous propose un panier avec des yaourts maison, confiture maison, viennoiserie, pain, et on vous dépose le panier à l'heure que vous souhaitez. Donc c'est mignon. C'est génial, ça, quand même. C'est le petit plus sympa. C'est une fable. Voilà. C'est pas que pour vous, Kat. Non, c'est pas que pour moi. Ce n'est pas que pour Donc, c'est que je retrouve Thomas qui vous accueillera et qui a conçu ces 3 petits appartements. Donc, si vous voulez passer un bon week-end, eh ben, n'hésitez pas à aller au Wisteria. À bientôt, Thomas. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole. Alors, vous ne vouliez pas qu'on se quitte sans être venu voir ce théâtre figé dans le temps? Voilà, c'est vraiment, enfin pour moi c'est le bijou du château. Pourquoi il est figé dans le temps? Parce que tous les décors qu'on a sous les yeux datent du Second Empire. Les sièges, le tissu, enfin tout. Les soieries, les papiers peints, les dorures. Voilà. Le théâtre, c'est vraiment une espèce de coquille fermée. Il n'y a pas d'humidité, pas de lumière qui rentre. Donc la grande nouveauté ici, c'est qu'on n'a pas refait à l'identique les choses. On a gardé des choses d'époque, on a juste retravaillé un peu en surface en fait. Ouais. En même temps, il y avait l'empereur, l'impératrice et le public. Et du public. Donc tout le monde était mélangé, c'est incroyable. Théâtre de société. C'est hier, 1850, on a des photographies, donc c'est vraiment quelque chose qui évolue. C'est la fin de l'histoire du château, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans une représentation. Napoléon III, c'est aussi un château qui s'ouvre sur la ville pour les Bellifontins, et puis pour les Parisiens qui prennent le train à l'époque et qui viennent le temps d'un week-end profiter du pays de Fontainebleau. 10 représentations en tout ici? 10 représentations, pas plus. On vient pour rigoler et se détendre, donc c'est Marivaux, c'est Feydeau, c'est Molière, on vient pour rigoler. On ne peut pas imaginer utiliser à nouveau ce beau théâtre? Un concert de musique serait envisageable, c'est un théâtre à l'italienne, donc on a une très belle acoustique, mais refaire des pièces de théâtre nécessiterait de gros travaux, et ça serait un peu perdre l'âme de ce théâtre, hein. C'est ça qui est bien quand on rentre à l'intérieur. Je vous ai dit que je suis né à Fontainebleau, ça fait maintenant 5 ans qu'il est ouvert, ça fait 5 ans que je rentre dedans, je suis toujours subjugué, on dirait que le temps s'est arrêté, et surtout, on veut garder ça à Fontainebleau. Et le public n'a pas accès ici. Et le public n'a pas accès, on emmène de petits groupes parfois, et surtout, la grande chance qu'on a, nous, c'est qu'on peut monter sur la scène. Voilà. Ben merci beaucoup, Kevin, de nous avoir ouvert tous ces lieux secrets du château de Fontainebleau avec votre gros trousseau de clés. Voilà. Merci à vous, Jacques, et d'être puis venu surtout la connaissance que vous avez de ce lieu qui vous habite, vous aussi, ça se sent très fort. Hein. Voilà, on essaye de faire partager, on essaye de faire revivre cette mot d'ordre. Passionnant, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Terre de France, la semaine prochaine, on sera toujours à Fontainebleau, mais cette fois-ci, ce sera du côté de la forêt.